Ils sont sportifs, écrivains, experts ou encore artistes. Ils participent à la vie d'Antibes-Juan-les-Pins. Ils sont l'ADN de la cité, sa mémoire, ses visages, son énergie vitale. Bienvenue dans le podcast Acteurs d'Antibes-Juan-les-Pins. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Grilly. Sa mission ? Veiller sur l'écosystème marin exceptionnel des 23 km du littoral antibois. Sa philosophie ? La Méditerranée doit rester un espace de liberté à protéger et à partager. Bonjour Nathalie. Bonjour Florence. Ravie de te recevoir. Ouais, avec grand plaisir. Nathalie, tu es élue chargée de l'environnement maritime et des ports. Oui. La première question que j'ai envie de te poser, vu qu'on est en plein dans la saison, est-ce que tu peux nous donner une idée de l'état de santé de notre littoral ? Alors, notre littoral, on va parler de nos 23 km de littoral qu'on a sur la ville d'Antibes et qui se porte relativement bien, avec des problématiques bien entendu, comme tous les littoraux, mais avec une bonne santé, en tout cas au niveau des fonds marins, du fait des différentes interventions et des différents dispositifs de protection qui sont mis en place. La qualité de l'eau, on peut se baigner en toute confiance sur le littoral d'Antibes-Juan-les-Pins ? Absolument. Absolument, on a les labels et les mesures qui le démontrent. On se baigne en toute sécurité sur ce littoral, oui. D'accord, avec un affichage régulier des résultats, de l'eau, enfin tout. Oui, avec un contrôle très strict, des doubles mesures, une surveillance quasi quotidienne, donc oui, sans aucun problème. Ok. Cette biodiversité marine qui est propre à la Méditerranée, mais qu'on retrouve sur notre littoral, est-ce que tu peux un peu me la décrire ? Qu'est-ce qu'on a comme fond marin ? Alors, on a une espèce emblématique de nos fonds marins méditerranéens, qui est évidemment les herbiers de Posidonie, qui sont à la fois une espèce et un habitat naturel à protéger, donc qui bénéficient de protection à la fois internationale, nationale, régionale, locale. Enfin, c'est toute une déclinaison, parce que c'est à la fois une espèce, les herbiers de Posidonie sont des plantes, ne sont pas des algues, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont une plante marine qui constitue un refuge et un habitat pour de nombreuses espèces aussi qui vont s'y abriter, s'y reproduire. Et donc en tant que tel, c'est à préserver. On a ensuite, en termes de biodiversité, on a les roches coralligènes qui sont là également des habitats pour de nombreuses espèces sous-marines. Voilà pour les principales espèces protégées sur notre littoral. Cette richesse des fonds marins, Nathalie, au moment de l'été, quand il y a une affluence de plaisanciers, qu'est-ce que la ville met en place pour les protéger ? L'afflux de population, il se gère de la manière suivante. Par rapport aux herbiers, ce que l'on a mis en place, que la municipalité a mis en place, c'est dans la zone du Crouton, par exemple, une zone de mouillage. Le principal impact qu'on peut avoir sur les herbiers, ce sont les ancres des bateaux. Ce qu'on appelle le mouillage forain, c'est-à-dire les bateaux viennent, l'endroit est joli, agréable, protégé du vent, on jette l'ancre, et quand on jette l'ancre, on a une chaîne qui va racler le fond. Évidemment, les gros bateaux ont plus d'impact que les petits bateaux, donc en été, on a beaucoup de diversité. En hiver, on a plutôt des petits bateaux. En été, on a les petits, les moyens et les gros bateaux. Les gros bateaux ont déjà une interdiction de mouiller sur le rivage, qui est une interdiction d'État. Et pour les plus petits bateaux, on parle quand même de bateaux de 0 à 24 mètres. Donc pour les plus petits bateaux, la municipalité a mis en place une zone de mouillage qui fait qu'au lieu de jeter l'ancre et de labourer les fonds, on a installé des bouées sur lesquelles, bouées écologiques, donc elles sont installées une seule fois, et les bateaux viennent et s'accrochent sur les bouées. Ce qui fait qu'on va avoir sur la journée un roulement et le même nombre de bateaux qui va pouvoir venir et profiter de l'espace, mais avec zéro impact sur les fonds. De cette manière-là, on va protéger au moment des afflux de population. C'est un service payant ? C'est un service complètement gratuit. On est vraiment là pour protéger la Posidonie, pas pour faire payer les plaisanciers. Et on n'est pas là non plus pour sanctionner les plaisanciers, ni de manière économique, ni de manière restrictive. Simplement pour protéger l'herbier, justement pour que les plaisanciers puissent continuer à venir profiter des lieux. Je crois que ta conception de la mer, c'est que c'est un espace de liberté où tout le monde doit pouvoir cohabiter en respectant des règles. Et ces règles-là, tu les fais passer beaucoup par le dialogue, par la prévention, mettant en place des gardes qui vont au-devant des plaisanciers, des nageurs. Est-ce que tu peux nous parler de cette vision-là que tu as de l'usage de la mer ?
La mer est considérée vraiment par beaucoup d'usagers comme le dernier espace de liberté qu'on puisse avoir, où on peut à peu près tout faire. Et effectivement, il faut pouvoir conserver cet esprit de liberté qu'on a sur la mer, mais on ne peut pas tout faire, évidemment, en mer. Et tout l'intérêt de la politique développée par la municipalité, ça va être de concilier les différents usages. L'idée n'est pas d'interdire ou de sanctionner, mais d'apprendre à cohabiter sur cet espace qui est fragile et qui mérite d'être préservé si on veut pouvoir continuer à en profiter aussi. Donc c'est effectivement là où on va utiliser des dispositifs qui permettent la prévention, qui permettent de faire de l'information ou qui permettent de faire de la pédagogie, parce que bien souvent, les dégâts qu'on va constater ensuite sur les fonds, c'est pas des dégâts commis volontairement par les usagers. C'est plus de la méconnaissance, de l'inattention ou des pratiques qui sont pas forcément réfléchies. Et effectivement, on va utiliser ce qu'on appelle les éco-gardes qui vont être là pour sensibiliser les usagers à quel endroit on peut mouiller, comment on peut utiliser la zone de mouillage justement. Si on est hors zone de mouillage, préférer une tache de sable plutôt qu'une tache noire où on croit que ça va accrocher, mais en fait non. Ne pas jeter, ne pas relarguer dans le milieu marin à proximité ces eaux noires ou ces eaux grises. Toute cette partie informative qui passe vraiment très très bien auprès des usagers. Ça fonctionne bien, les gens sont attentifs à ces conseils. Et en cas de refus de respecter, la police municipale intervient aussi en mer? Oui, alors justement, on va éviter pas mal d'interventions, on va dire punitives, parce que généralement, ça se passe très très bien. Et un usager sensibilisé ou informé de la manière dont il faut fonctionner, c'est quelqu'un qui va démultiplier l'information aussi par rapport à quelqu'un qui va être sanctionné directement. Si on vient et qu'on vous sanctionne et on vous dit vous saviez pas, hein, en toute bonne foi, vous êtes venu, vous avez jeté l'encre, vous saviez pas. On vient, on vous sanctionne, on vous met une amende parce que vous avez jeté l'encre. Votre réaction, ça va pas être de dire à tout le monde, ah, c'est bien, faut préserver les herbiers. Votre réaction, ça va de dire, on n'a plus le droit de rien faire. Et vous allez pas démultiplier l'information. Par contre, quelqu'un vient et vous informe. Déjà, premièrement, vous avez obtenu une information sur la manière de fonctionner. Et deux, vous allez avoir tendance à le diffuser autour de vous. À dire, tiens, si tu prends le bateau, fais attention, il y a une zone de mouillage, tu peux aller là-bas, ça marche comme ça. Si tu mouilles en dehors, tu as aussi le droit à certains endroits. Mais il faut préférer le sable plutôt. C'est très simple, c'est une petite chose simple. Après, le réfractaire, celui qui a envie de faire ce qu'il veut, n'importe comment, oui, il sera sanctionné. Bien sûr. Nathalie, il y a une image qui marque les esprits, ce sont les déchets au fond de l'eau. Comment ils arrivent là? Ils viennent d'où? Et comment la ville lutte contre ça? Alors, la problématique des déchets en mer, c'est que je vais dire des chiffres, ils sont peut-être pas exacts, mais on a une grosse proportion qui vient de la terre. On a l'habitude de dire 80% des déchets viennent de la terre, 20% de la mer. On va éliminer ceux de la mer, 20% de la mer, ils viennent des bateaux. Des choses qui s'envolent. Et c'est ce qu'on va retrouver sur les fonds. Par exemple, quand on retrouve serviettes de plage, matelas de plage, c'est pas forcément des plages, c'est plutôt des bateaux. Des bouées, des ancres, des chaînes. Voilà, ça, c'est les déchets qui viennent des bateaux. Pour retrouver aussi du plastique comme ça. Après, souvent, les déchets arrivent de la terre. Les coups de vent, les poubelles qui s'envolent, les déchets sur la plage, les coups de mer, ce qui est amené par les exutoires ou autre. Donc voilà, on se retrouve avec cette problématique de déchets en mer. Il y a des acteurs dans la ville d'Antibes qui sont assez incroyables, qui sont les associations, qui font justement un gros travail sur la sensibilisation et l'enlèvement des déchets. On a Fond Bleu, par exemple, je pense que je peux les citer, c'est pas de la pub, mais c'est des associations locales qui font un travail remarquable. L'APA aussi, dans Antibes, font ce travail-là, d'aller avec leurs bénévoles. L'APA, ce sont les pêcheurs, hein. Les plongeurs. Les plongeurs, oui, pardon. Il y a l'APA pêcheur et l'APA plongeur, ça s'écrit pas pareil, mais ça se prononce de la même manière. Ils retirent les déchets en mer, mais évidemment en bord de mer. Et on va dire les petits déchets. Et ensuite, on a un problème. Eux font un travail phénoménal là-dessus. Et puis, ils ont leurs bénévoles et ils savent les endroits où il y a le plus d'apport de déchets. Ensuite, vous avez, et je disais justement l'APA, c'est l'association des plongeurs d'Antibes, qui eux vont un peu plus loin parce que plongeons bouteille. Eux repèrent. Eux, ils savent à quels endroits il y a des déchets. Quelquefois, ils les rassemblent. Et la ville intervient ensuite
et fait enlever ces déchets, parce que là, du coup, ça dépasse les moyens des petites associations. Donc là, il faut des gros moyens. Il faut faire appel à des entreprises qui vont venir et retirer ces déchets. Donc ça, c'est un moyen d'action, d'intervention. Et le second moyen qu'on est en train de mettre en place, c'est une expérimentation qui va être mise en place, qui consiste pas à mettre des filets, puisqu'on a étudié cette possibilité de mettre des filets sur les avaloirs pour retenir les déchets. On a 2 problématiques par rapport à ces filets sur la ville d'Antibes. Un, c'est qu'on a un nombre d'exutoires impressionnant sur la ville. Je ne me rappelle même plus le nombre, mais c'est impressionnant. Et on a un risque de colmatage. Et quand même, on a un fort risque d'inondation sur Antibes, comme d'autres communes, effectivement, mais avec un nombre et un positionnement qui va être différent des autres communes. Donc, on ne peut pas comparer une pourquoi elle le fait, l'autre pourquoi elle ne le fait pas. Donc, nous, on a ce risque d'encombrement. Et le deuxième point, c'est que ces filets, pour conserver une sécurité, c'est qu'en cas d'encombrement ou autre, normalement, ils sont supposés lâcher. Ce qui fait que ça reverse tout à la mer quand même. Donc, voilà. Donc, on est en train d'expérimenter autre chose. On travaille avec une société qui a un projet de mettre un autre système qui va permettre à certains endroits stratégiques de la ville de récupérer les déchets et d'avoir un système de maintenance qui vont venir vider les cuves et au-delà des déchets qui va aussi récupérer les hydrocarbures. Donc on va tester ça et on va voir si on peut le déployer plus largement ou si ça donne des résultats ou pas. Ces déchets qu'on récupère et qu'on évacue vers les stations de recyclage, ça représente quoi en tonnage par an par exemple ? Alors sur les opérations qu'on mène nous à la ville d'Antibes, on a repéré qu'on fait à peu près 5 tonnes. On va enlever en 1 ou 2 fois, en 1 ou 2 opérations. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. À Antibes, il y a une vitrine de tout le travail qui est fait autour de la mer et pour la préservation des fonds. C'est Posidonia, c'est l'espace mer et littoral, où là, tu vas nous en dire un peu plus, mais les enfants et les adultes peuvent comme ça voir les fonds marins, savoir ce qu'on y trouve. Enfin, je te laisse présenter Posidonia. Alors Posidonia, c'est un espace magnifique et unique. Et il est unique à divers points de vue. Moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, et ce que je trouve vraiment, là je recommanderais à tout le monde d'y aller, c'est qu'en fait, il est d'une accessibilité totale. On peut être handicapé, non handicapé, aimer la mer, ne pas aimer la mer, vouloir aller dans l'eau ou ne pas vouloir aller dans l'eau, on va découvrir toutes les espèces. Il est conçu de telle manière qu'on a à la fois des panneaux pédagogiques qui permettent de comprendre comment sont constitués nos fonds marins, quelles sont les espèces qui y vivent, qui s'y cachent, comment on peut les découvrir, grâce à des panneaux et notamment des actions interactives entre l'usager et le panneau, on va dire. On a une expérience de plongée virtuelle avec masque, mais vraiment un outil magnifique. Vraiment, n'importe quel Antibois qui n'y est pas encore allé, je l'encourage à y aller parce que la plongée est superbe. On a vraiment, moi je plonge un peu, je fais, et là on s'y croit vraiment. Et donc grâce à cet outillage, on va pouvoir, sans mettre un pied dans l'eau, voir tout ce qu'on a autour de nous. Là, très à proximité, et puis un petit peu plus loin, en mer. Et puis pour les passionnés de la mer et ceux qui veulent aller dans l'eau, on descend le sentier et on a accès à une activité de palme, masque, tuba ou à une activité de paddle, kayak, et où on va découvrir sur place, dans l'eau, ce qu'on aura vu ou pas vu, si on veut pas faire la visite virtuelle ou la visite interactive, là en mer, sous nos fonds, accompagnés, avec de l'information, avec une pédagogie. Ça, c'est pour le visiteur. Et puis évidemment, il y a tout le partenariat avec les écoles, des animations qui sont faites pour les enfants, pour les sensibiliser à ce milieu. Un jardin qu'on a à côté de nous, les fleurs, on va les voir. Les abeilles, on va les voir butiner, les espèces, on peut ne pas toutes les connaître, mais je veux dire, on va les voir. Ce qui se passe sous la mer, on le voit moins. Donc c'est super intéressant, et notamment par exemple le sable. Le sable, c'est aussi un habitat, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais il faut gratter un peu le sable et puis on va voir les différentes espèces qui sortent. Et cet espace-là, il est vraiment conçu dans un cadre, c'est un écrin, c'est un bijou, et on va avoir accès à tout ça. À Antibes, on protège les fonds marins, on protège aussi les animaux qui y vivent avec, je crois, une sensibilisation particulière cette année qui te tient à cœur sur le poulpe. Oui, mon ami le poulpe. Et quand j'ai dit protéger le poulpe, au risque de heurter certains, j'aime bien manger du poulpe aussi. Hein. Pourquoi pas ? Donc, moi aussi. je trouve, voilà, mais on va dire avec modération, comme pour l'alcool.
Le poulpe, c'est une espèce emblématique aussi de nos fonds. Et de nos assiettes. Nos fonds et de nos assiettes de notre gastronomie locale. Donc il faut concilier les deux là encore. Je crois qu'il n'est pas question de dire on interdit complètement de manger du poulpe. En tout cas, on n'en est pas là, c'est pas une espèce protégée. Et il n'est pas question non plus de dire on fait ce qu'on veut et puis on va massacrer les espèces et puis il restera plus rien. Je pense qu'on peut trouver des moyens de fonctionner où on va préserver un animal qui est remarquablement intelligent et qui a ce côté joueur, enfin que les gens peuvent penser joueur, hein, c'est pas un côté joueur du poulpe, mais les gens peuvent le traduire comme un côté joueur et donc attractif. Et puis le protéger quand même dans sa période de vulnérabilité, parce qu'il faut savoir que les femelles, lorsqu'elles pondent, et elles vont surveiller et ventiler leurs œufs pendant une période, en tout cas pendant la période estivale. En ce moment, ouais, en ce moment. Et elles se mettent dans des fonds qui sont pas très hauts, donc très accessibles, très visibles. Elles ventilent, et une proie facile aussi pour les braconneurs, en tout cas pour ceux qui font pas attention, de venir les prendre à ce moment-là. Sauf que on compromet toute la génération, puisque c'est foutu. Je veux dire, là, il y a plus... on a pris la mer, et donc il n'y a plus de ventilation des œufs, il n'y aura pas d'éclosion, il n'y aura pas de petits poulpes. Donc, c'est une toute période... la portée qui est perdue. Toute la portée est perdue. Et donc, on va avoir une chute de l'espèce. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, moi, là, ce que j'ai envie de dire aux gens qui... Encore une fois, il y a beaucoup d'inattention et de méconnaissance. Et là, c'est pas très compliqué. Là, en sensibilisant les gens et en leur expliquant qu'il y a des périodes où, même si vous voyez un poulpe à proximité, que c'est sympa, il ne faut pas aller le déranger. Fichez-leur la paix, regardez-les de loin, mais n'allez pas jouer, parce qu'en fait, il n'est pas joueur. Il n'a pas envie de jouer avec vous, le poulpe. Mais donc, on l'observe de loin et on ne s'approche pas et on ne le dérange pas. Si on le dérange, c'est fini, vous n'avez pas voulu faire ça, mais vous allez mettre en l'air la production du poulpe. Et après, il y a les braconniers. Après, il y a ceux qui savent, mais qui s'en foutent. Moi, c'est à ceux-là que j'ai envie de dire, c'est un peu dommage quand même, parce que quand on fout en l'air toute la production, il y a des périodes. La plus grande majorité des gens le font avec discernement. Ceux qui chassent le poulpe et qui fournissent les restaurants et qui, on est bien content d'en trouver dans nos assiettes. Donc voilà, mais il y a des périodes. Et sur les périodes où ça pose pas de problème, c'est pas un prélèvement minime qui va porter préjudice à l'espèce. Par contre, si on prélève au moment de la fragilité, c'est là où ça va devenir problématique. C'est pour ça qu'on met en place aussi des expérimentations, et je dirai pas lesquelles et je dirai pas où, mais où effectivement on va essayer de mettre en place des espaces de protection, d'abri sur ces espèces-là, pour qu'elles puissent se reproduire tranquilles, en paix, et qu'elles aient un espace de vie, un moment de vie. Et les poules vont repérer ces espaces de protection? Oui, ils vont les utiliser quand... évidemment que si l'espace naturellement est là, il y a garde intérêt à ce qu'on mette un espace artificiel. Par contre, dans les endroits où il n'y a plus ces espaces-là, ce qui peut arriver dans les ports, par exemple, c'est un bon exemple. Les ports, il n'y a plus d'espace naturel où les poules peuvent aller. Donc, c'est un endroit particulièrement adapté pour mettre des abris, où il faudra évidemment faire attention qu'on ne vienne pas les chercher. Mais là encore, je redis, globalement, les gens, ils sont attentifs à ce genre de choses, parce que c'est du bon sens. Si on veut continuer à pêcher du poulpe, il faut qu'on continue à pouvoir avoir des poulpes. Si on supprime au moment de la reproduction, bientôt il n'y en aura plus. Ou bientôt on aura une interdiction qui va arriver. Et donc si à un moment donné il y a une interdiction de pêche, il y aura une interdiction de pêche. Donc ça sera terminé. Voilà. Et, tant mieux pour le poulpe et tant pis pour l'homme. Il y a une autre espèce qui a trouvé une terre d'accueil à Antibes, ce sont les tortues marines. Oui. Alors, les tortues marines, pareil, elles sont en Méditerranée, on les trouve en Méditerranée. Et je pense que vous faites référence au travail mené par l'association Émergence. Oui. Donc, on a une association qui est vraiment ultra compétente en matière de tortues marines, puisqu'ils ont un agrément et alors, c'est pas une autorisation le terme, mais en tout cas, ils s'occupent de récupérer sur la Méditerranée les tortues marines fragilisées, blessées, qu'on peut leur apporter on leur apporte pas, on leur signale et ils vont les chercher. Et
on a un partenariat, la ville d'Antibes a un partenariat avec l'association Émergence pour accueillir au sein de Posidonia justement ces tortues blessées, le temps qu'elles soient soignées, qu'elles soient remises sur pattes et qu'on puisse les remettre, qu'on puisse les relâcher en mer. Généralement, l'endroit où elles ont été prises. Par an, il y en a combien qui sont accueillis? Il y en a une douzaine, je crois, à ma connaissance. Bon. Et j'ai peut-être pas une connaissance 100% exacte. Et on n'a pas possibilité de les voir, hein, le grand non, public? Non, on n'a pas de possibilité de les voir, et ça, il faut bien le comprendre. Les tortues qui sont au centre de soins, donc dans ce partenariat qu'on a là, ne sont pas des tortues en pleine forme. Ce sont des tortues, elles arrivent là parce qu'elles sont blessées, parce qu'elles ont besoin de soins, parce qu'elles ont besoin de se rétablir. Et c'est compliqué de soigner une tortue parce qu'il faut souvent passer par des spécialistes pour humains. Donc on va faire appel à des ophtalmos par exemple pour soigner les yeux des tortues. On va avoir besoin de radios, qui sont les radios qu'on fait sur les gens. Donc il va falloir mettre en place tout ça. Il va falloir trouver le mode d'alimentation de la tortue en question. Parce qu'elles ne mangent pas toutes la même chose. Elles ne mangent pas forcément toutes la même chose. Et puis, blessées et en captivité, elles ont un comportement qui peut être différent. Et donc, on ne va pas les déranger. Ces tortues-là, on va les laisser se remettre. Elles vont retourner à la mer. Et si vous êtes un utilisateur attentif de la mer, vous aurez peut-être la chance d'en observer dans leur milieu naturel. C'est très émouvant, en fait, de croiser un dauphin, une tortue en mer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ces fonds côtiers que l'on a sur Antibes quand on navigue ou quand on nage. Et c'est ça qui est génial. On n'est pas obligé d'avoir un bateau. Ces fonds dont je vous parle, ils sont à proximité, ils sont du rivage, on marche dans le sable, on arrive sur les herbiers de Posidonie tout de suite. Dans les zones de baignade aujourd'hui, on a ces herbiers de Posidonie. Donc on n'est pas obligé d'avoir un bateau, on peut nager, on peut avoir un paddle, on peut avoir on parlait de la multiplicité des activités, mais je veux dire c'est un milieu qu'on peut découvrir gratuitement par ailleurs et naturellement. Et donc on est là et on regarde et on a des jours avec une eau, mais quand il n'y a pas de vent, translucide, turquoise, avec des taches sombres, c'est les herbiers de Posidonie, on voit les poissons nager, on va nager, on va voir des poupes, on s'en approche pas, en tout cas pas pendant la période estivale. Et puis si on a de la chance, on voit des dauphins, il y en a, enfin je veux dire, c'est récent parce qu'il n'y en avait pas forcément avant aussi près, mais là ça fait quelques années qu'on les voit de temps en temps très près. Ils arrivent dans la bande des 300 mètres même, donc on va... alors là, Antibes ou plus largement, mais effectivement, on peut croiser une tortue. Voilà, c'est un milieu qui est vivant, qui est beau, qui est généreux, qui nous en fait... C'est ta vie, Nathalie, c'est ton élément de... Un peu, mais pas comme une carte postale. En fait, pas juste parce que c'est joli ou juste parce qu'il y a de la vie, mais juste parce qu'on peut y être ensemble. Moi, je suis en mémoire, je sais pas si c'était un truc de mon grand-père ou s'il l'avait repris, mais parce que j'étais toujours avec mon grand-père sur l'eau. Et lui, il disait, le soleil brille pour tout le monde. Et donc, ça veut dire qu'on peut quand même partager tous cet espace. Il suffit d'avoir des règles et puis des délimitations et puis du bon sens. Et après, évidemment, un peu d'infos, un peu de sensibilisation, un peu de contrôle quand même pour vérifier que tout se passe bien. Mais je veux dire, c'est vraiment un milieu qu'on peut partager si on le partage correctement. Et pas, c'est pas un milieu qu'on s'approprie. C'est un milieu qu'on partage, dont on bénéficie et où il faut avoir la chance. Mais je pense que si on bouge un peu, parce que si on a ça sous les yeux et qu'on n'a jamais eu que ça sous les yeux, peut-être qu'on s'imagine que c'est partout pareil. Dès qu'on bouge un peu, on peut voir quand même. On a vraiment des fonds et un littoral magnifique ici, sur Antibes. C'est pas le cas partout. Quand on parlait des herbiers de Posidonie, certes, c'est une espèce emblématique, c'est une espèce et un habitat, ça a un intérêt au niveau de la biodiversité, mais ça nous rend de sacrés services en tant qu'humains utilisant l'espace. Parce que les herbiers vont faire en sorte que les sédiments sont piégés. Ce qui veut dire qu'on a cette eau translucide et transparente. Les fonds ne bougent pas, donc on n'a pas tout le sable qui remonte. Il est fixé en dessous, et donc on a cette eau transparente qu'on aime regarder, turquoise. On conserve un peu de littoral et un peu de plage, justement parce qu'on a les herbiers qui font barrage à la houle, qui atténuent la houle. Ce qui fait qu'on ne va pas avoir... on l'a déjà, mais je veux dire, on n'a pas la même érosion et la même disparition que
s'il n'y avait pas d'herbier du tout. Donc ça nous rend aussi, ça capte le carbone, ça produit de l'oxygène. Donc je veux dire, c'est un tas de services que ça nous rend. Ça abrite les poulpes aussi. Et ça nous rend un tas de services aussi à nous, qu'on peut évidemment, si on en a besoin, transformer en données économiques. Là, on n'était pas forcément là-dessus. Ça vaut la peine d'être protégé en tant qu'espèce et en tant qu'habitat. Mais s'il y avait nécessité de démontrer qu'il y a un intérêt économique à préserver ces espèces et ces habitats, on peut tout à fait le faire au niveau des services que ça rend, au niveau économique, au niveau touristique, au niveau confort de vie et notamment captage du CO2 et production d'oxygène. Nathalie, si tu devais laisser un message là, comme ça, aux usagers de la mer, là, tous les gens qui vont arriver, touristes, pas touristes, plaisanciers, nageurs, qu'est-ce que tu leur dirais, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire par l'intermédiaire de ce micro? Moi, j'aurais envie de leur dire de faire, faites comme dans votre jardin, comme dans votre maison. Voilà, et puis du coup 99,9% du temps ça se passera bien parce que on jette pas ses mégots comme ça dans la maison, on laisse pas ses poubelles traîner, on fait un peu attention. Il y a des endroits pour mettre les poubelles, il y a des endroits pour trier, on a un cendrier pour mettre son mégot. Donc si on agit avec la mer comme on agit chez soi, c'est pareil, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui accueillent 50, 100 personnes dans un 2 pièces, mais en général, on ne le fait pas. Donc voilà, on n'arrive pas en surnombre dans des endroits limités. On fait des roulements, on fait attention. On fait attention juste à ce qu'on a autour de nous, parce qu'on veut le garder. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Acteurs d'Antibes-Juan-les-Pins, un podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Réalisation Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon.